Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale avec une artiste plasticienne qu'on recevra dans quelques instants. Il s'agit de Auréa et elle nous propose l'expo Ballerine, l'échappée des cathédrales, à découvrir notamment samedi à l'occasion de la nuit européenne des cathédrales. À moins de 3 semaines des européennes, retour sur la langue européenne, l'espéranto, créé en 1887. On aura un petit cours, on parlera espéranto sur ce plateau. Là, à présent, le journal ne sera ni en espéranto ni en alsacien, mais en bon français avec Anna Britt. C'est parti. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, nouvelle journée de mobilisation sociale aujourd'hui contre la réforme de la fonction publique. À Mulhouse et à Strasbourg, près de 2000 personnes ont défilé malgré la pluie. Et parmi ces manifestants, des candidats aux élections européennes comme Raphaël Glucksmann pour la liste Envie d'Europe du PS et de Place Publique. À 2 semaines du passage aux urnes, la campagne s'accélère. Et puis, si l'été vous semble loin, on va tenter de vous ramener un peu de soleil en parlant crème solaire. Si certaines peuvent avoir des effets néfastes pour l'environnement et la santé, les crèmes écologiques se développent. Dernière en date à se lancer sur ce marché porteur des Strasbourgeois que nous avons bien évidemment rencontrés. Ils étaient environ 1200 à Strasbourg, 500 à Mulhouse, enseignants, employés de la fonction territoriale, des hôpitaux publics, de la Poste ou encore membres de syndicats de la fonction publique ont manifesté contre le projet de réforme de leur secteur. Ce projet devrait être adopté cet été. Une grève générale pour dénoncer la suppression massive de postes, le gel du point d'indice et des conditions de travail dégradées. Ça suffit maintenant. Je veux dire, tout ce qui se passe là depuis quelques mois sur les attaques incessantes dans la fonction publique, sur les personnels, sur leurs droits, sur les conditions de travail, on est venu dire non, ça suffit. Annonce de 120 000 suppressions de postes, même s'il y a quelques jours, il nous a été dit qu'il n'y en aurait pas 120 000, mais il n'a pas été dit combien. C'est quand même, on peut penser quelques dizaines de milliers, donc c'est quand même beaucoup, c'est une attaque ça. Quand on sait que ça fait 9 ans que les fonctionnaires n'ont pas été augmentés, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même les considérer. On manifeste, on en a marre. Et dans mon quotidien, je suis impacté par le fait que depuis M. Sarkozy, en plus, nos salaires sont gelés systématiquement. Toutes nos réformes qui pourraient nous permettre d'avoir certaines augmentations sont bloquées systématiquement. Donc ce qui fait que moi, ça fait des années où je vois ma fiche de paye qui n'a pas bougé, mais de 1%, quoi. Rien du tout. Je suis contre le projet de loi de réforme de la fonction publique, contre le gel de l'indice et puis voilà, contre la précarisation de l'emploi dans la fonction publique. Nos revendications, c'est plutôt de défendre pour l'instant ce qui existe, c'est-à-dire dans la fonction publique, le statut, c'est-à-dire recrutement par un concours et non pas des contrats, la défense aussi des instances de représentants des personnels. Et suite à cette grève, la FCPE 67 et le collectif Coufignal contre la réforme des lycées appellent, comme d'autres établissements en France, à une journée lycée mort demain. Des enseignants du lycée Coufignal de Strasbourg donc et des parents se mobiliseront contre les réformes Blanquer. Enfin, manifestation toujours, l'inter-syndical appelle à un rassemblement mercredi prochain pour la reconnaissance du métier d'AVS, l'auxiliaire de vie scolaire, et des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. Ce sera mercredi prochain, donc à 14h30, devant le rectorat de Strasbourg, dans le cadre d'une journée d'action nationale. Et à 2 semaines des élections européennes, quelques candidats ont participé à la manifestation aujourd'hui, comme Raphaël Glucksmann, tête de liste Envie d'Europe, qui réunit le Parti socialiste et Place Publique. On l'écoute au micro de Fanny Kunz. Mon envie d'Europe, c'est une envie d'Europe qui protège ses services publics, qui protège son modèle social, qui rompe avec la logique et la religion du libre-échange pur et simple. Il faut qu'elle prenne à bras-le-corps la lutte contre le dérèglement climatique, contre la disparition de la biodiversité, qu'elle prenne à bras-le-corps aussi la lutte contre les multinationales qui font complètement imploser nos sociétés, contre cette mondialisation sans foi ni loi, et qu'elle se transforme, qu'elle
impose des protections à nos frontières contre la concurrence déloyale de pays qui ne respectent aucune des normes sociales et environnementales que nous imposons à nos producteurs. Une Europe qui s'adresse à sa jeunesse autrement que par des règles sur les déficits, qui mettent en place de grands chantiers comme la rénovation thermique des bâtiments, comme un plan mobilité. C'est une Europe qui réhabilite l'idée justement d'investissement pour créer des champions industriels européens. Donc c'est une Europe de gauche, ça s'appelle. Et en cette journée de l'Europe, c'est devant le Parlement européen que s'est tenu un autre rassemblement, c'est celui des agriculteurs. Ils étaient plusieurs dizaines venus de toute l'Alsace et d'Allemagne pour rappeler l'importance de l'Europe dans leur quotidien et pour la pérennité de leurs emplois. En effet, si 150 millions d'euros sont versés par l'Europe à l'Alsace par an, près des 3/4 sont utilisés par l'agriculture via la PAC, la politique agricole commune. On écoute tout de suite un agriculteur au micro de Romain Hirt. Nous voulons plus d'Europe, mieux d'Europe. Nous voulons plus d'une Europe technocratique, mais une Europe au service effectivement des femmes et des hommes sur nos territoires ruraux. L'objectif pour nous, c'est que les jeunes effectivement participent au vote, c'est leur avenir qui en dépend. Et malgré toutes les contraintes technocratiques que l'Europe peut nous imposer, il faut qu'on balaye toutes ces technocraties et qu'on remette une Europe de projet. Nos collègues agriculteurs allemands de l'autre côté pensent exactement la même chose et que nous sommes sur un bassin rhénan et que nous voudrions effectivement partager cette ambition-là. C'est ça la symbolique, surtout avec une journée européenne qui est la journée d'aujourd'hui. Et dans le reste de l'actualité, ce n'est pas vraiment de saison et pourtant, il faut y penser. La crème solaire est indispensable pour éviter les coups de soleil, mais certaines d'entre elles contiennent notamment des perturbateurs endocriniens et sont néfastes pour le corps comme pour les fonds marins. Alors les modèles plus écologiques se développent de plus en plus et les derniers à se lancer sur ce marché en plein essor sont strasbourgeois. Leur crème s'appelle New. Camille Roland. Plus de 9 millions de tonnes de déchets dans la mer chaque année. 40% des coraux perdus en un demi-siècle, à cause du changement climatique et des cosmétiques solaires. Tout cela met en danger l'ensemble de l'écosystème de notre planète. Et pour arrêter ça, on a besoin de vous. Vous et New. À Strasbourg, on n'a pas la mer, mais on a des idées. Quand Adrien et Corentin, apnéistes et plongeurs, décident de créer leur entreprise, ils souhaitent lui insuffler des valeurs et une éthique. 1 an et demi après, les voilà à la veille du lancement officiel de leur crème solaire qui se veut écologique et engagée. À la base, moi je suis pas issu de la cosmétique, mais j'ai fait une école d'ingénieur en environnement, donc ça m'a permis d'avoir déjà un petit package pour ça. Et derrière, en fait, on s'entoure des bonnes personnes aussi pour avoir les compétences nécessaires. Ça a été plusieurs grosses étapes. La première, ça a déjà été de trouver un laboratoire partenaire qui maîtrisait les process de fabrication pour ce genre de produit. Le but, c'était d'avoir une crème qui soit à la fois protectrice et réparatrice. Donc on va avoir de l'huile d'amande, de l'huile de ricin, de la vitamine E, de l'aloe vera. Et derrière, au niveau du contenant, pour le lancement, forcément, on était limité en moyens, donc on est sur un tube en plastique classique, mais dès cet été, on va passer sur des tubes en matière végétale biodégradable. Et ouais, le petit plus, c'est qu'on est sur 50 millilitres. Ça peut paraître peu, mais en fait, je pense que tout le monde a dans son armoire à pharmacie une crème solaire qui date d'il y a 1, 2 ou plus d'années et qui traîne là parce qu'on n'utilise au final jamais l'intégralité du produit. Donc là, le but, c'était d'avoir un produit avec un petit contenant qui correspond à l'utilisation d'une saison et qui permet de se transporter aussi facilement en avion. Les produits sont pour le moment fabriqués dans l'Oise, mais ces entrepreneurs cherchent aujourd'hui des laboratoires ou fabricants en Alsace pour limiter l'impact des déplacements. Pour se lancer, ils ont mis en place un financement participatif avec succès. En 3 semaines, ils ont déjà collecté plus de 20 000 €. On est à presque 700% sur Ulule, donc on est à 20 000 € de levée en 3 semaines, ce qui est déjà très très bien. On a plus de 800 ou 900 tubes commandés. Et donc on va livrer les gens à partir de juin, commencer les ventes à partir de juin. Et là cet été ça va être vraiment le lancement avec les distributeurs physiques et en ligne qu'on va avoir. On va être sur 2 festivals, on va essayer de faire beaucoup d'actions aussi, justement tourner autour de l'environnement, des nettoyages de plages. On va financer un gros récif de corail en Indonésie, donc on va en fait lancer tout ça cet été. Donc ouais, ça va très vite. Leurs produits seront donc disponibles à l'été sur leur site internet et dans une sélection de revendeurs et clubs de plongée. Et parce qu'on voulait aller plus loin, on s'engage à nettoyer au minimum 1 mètre carré de plage par tube vendu. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de passer l'été tout New. Avant sa disparition le 8 février dernier, l'artiste alsacien Tommy Ungerer avait préparé une exposition au Centre culturel irlandais à Paris. Intitulée « En attendant », elle présente jusqu'au 5 juillet de nombreux collages dont la moitié a été créée l'été dernier dans son atelier en Irlande. Un reportage de Nora Bouriois.
Moins connu du grand public, les collages et sculptures de Tommy Ungerer font partie intégrante de son œuvre depuis les années 1950. Avant sa disparition le 8 février dernier, Tommy Ungerer s'était pleinement investi dans l'exposition En attendant au Centre culturel irlandais à Paris. Le dessinateur et satiriste vivait en Irlande depuis plus de 40 ans. Une moitié des œuvres ont été réalisées à l'été 2018 dans son atelier de Cork. Il venait de terminer plusieurs collages et il était ravi à l'idée d'être exposé ici. Et il avait de toute façon, pendant de nombreuses années, fait des œuvres qu'il pensait être liées à Samuel Beckett. Le titre de l'exposition fait référence à la pièce du dramaturge irlandais Samuel Beckett, En attendant Godot. Comme lui, Tommy Ungerer a été marqué par la Seconde Guerre mondiale, des années tragiques qui ont imprégné sa vision et son œuvre, avec une touche d'absurde et d'humour dans la lignée de Beckett. De par ses expériences, presque toutes les nuits, il faisait des cauchemars, mais il les notait, il s'en servait et il gérait ce qu'il a vécu par l'art. Tommy Ungerer n'intellectualisait pas ses œuvres. C'est intéressant de se dire ça, mais c'était plus un esprit de Beckett qui se retrouve dans ses œuvres. Depuis son ouverture en mars, 3000 visiteurs se sont déjà rendus à cette exposition. En parallèle et jusqu'à fin juin, le Centre culturel irlandais programme une série de documentaires et événements pour rendre un hommage particulier à Tommy Ungerer. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et pour terminer ce JT, c'est comme tous les soirs, l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. L'Alsace et Strasbourg, locomotive du Grand Est selon les chiffres de Région Job. Avec 7% de croissance et un volume d'offres d'emploi record, le Grand Est n'est pourtant que la 5e région qui recrute le plus au premier trimestre 2019. Mais si on entre dans le détail, on constate rapidement que le Haut-Rhin, plus 15%, et le Bas-Rhin, plus 11%, font beaucoup mieux que les Vosges et surtout les Ardennes qui enregistrent, elles, une baisse de 16%. Et c'est Strasbourg qui se classe en tête de toutes les métropoles françaises en 2019, avec une progression de 16% devant Montpellier et Aix-Marseille. Voilà, l'Alsace, une belle région dynamique. Merci beaucoup pour ces informations et cette image du jour. Mathieu Chanvillard fait partie du plateau de ce jeudi avec Bruno Flochon. On parlera d'espéranto et l'artiste plasticienne Auréa est avec nous pour une superbe exposition. On en parle en quelques instants. C'est Ballerine l'échappée des cathédrales. On va juste regarder avant le temps en Alsace avec Sada et on revient en parlant espéranto. C'est une promesse. Décomptaire, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous présente la météo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Alsace 20. Alors cette fin de semaine sera un petit peu compliquée. On commence avec votre carte de vendredi matin. Alors certes quelques éclaircies, mais surtout beaucoup plus de nuages. Et ce sera le cas en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. Les températures matinales, il fera 7 degrés. Ce sera la minimale du côté de Saint-Jean-de-Saverne ou Colmar. 8 degrés pour le reste de l'Alsace. On retrouve ces 8 degrés dans le nord de la Suisse. Et 9 degrés, ce sera la maximale prévue chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. Votre après-midi, eh bien de la pluie qui sera localisée notamment à Saverne et Strasbourg. Partout ailleurs, une alternance entre passages nuageux et quelques petites éclaircies. Et il en sera de même aux frontières rhénanes. Les valeurs dans votre après-midi, 15 degrés, ce sera la minimale du côté de Saverne. 18 degrés si vous êtes à Wissembourg ou Mulhouse. 19 et ce sera la maximale à Mundelsheim et Colmar. Et 18 degrés chez nos voisins allemands et suisses. Votre début de week-end sous la pluie et des valeurs qui iront entre 16 et 17 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi, nous célébrons les Solanges. Bonne fête à toutes. Le soleil se lèvera à 5h55 pour dire au revoir à 20h55. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Décomptaire, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous a présenté la météo. Bonne venon al niage gastage, mia nomo estas Lionel, ni parolos en esperanto. Saluton Matteo, Bruno,
Saluton. Saluton, qui est Aurea. Et je dois bien remercier Google Translate, comme on dirait, Google Traduction. C'est très étonnant, mais l'espéranto est traduit par Google. Oui, il n'y a pas de raison. Hein. C'est une des 20 langues les plus diffusées, notamment quand on voit sur Wikipédia le nombre d'articles qu'il y a dans différentes langues. Ouais. Donc l'espéranto a une forte présence sur Internet et c'est surtout comme ça d'ailleurs aujourd'hui qu'il se diffuse. Alors si on vous a invité ce soir, Bruno Flochon, qui va parler un peu espéranto, hein, ça je vous assure, vous occupez de la communication de Espéranto Strasbourg, grosse actualité à partir de demain, vendredi jusqu'à dimanche. C'est une langue, l'espéranto, qui a été inventée en 1887. Oui, c'était un projet dans une période où les gens se tapaient beaucoup dessus. Et donc celui qui a proposé ce projet de langue avait deux buts. L'un, la rendre la plus accessible au plus grand nombre, donc en la rendant très facile. C'est ce monsieur-là qui s'appelle Ludwig Zamenhof. Zamenhof, exactement. Et l'autre aspect, qu'elle soit indépendante de toute influence politique, culturelle, religieuse, économique. Donc qu'elle n'appartienne pas à un pays plus qu'un autre pour mettre les gens sur un pied d'égalité. Auréa, est-ce que vous parlez bien l'espéranto ? Pas du tout, je découvre complètement cette langue. Excusez mon ignorance. Mais je suis curieuse. Du coup, dès ce soir, je me mets sur Translate. Exactement. Ce que disait Bruno, c'est intéressant, c'est qu'il a fallu à un moment donné inventer une langue neutre. Ce monsieur qui crée l'espéranto, c'est un petit juif polonais à l'époque où la Pologne est russe. Sa maman de mémoire parle plusieurs langues déjà. Et voilà, tout le monde se bagarre dans ce village. Il faut bien essayer de se comprendre. Mais si je parle russe, tu as un ascendant sur moi, etc. Donc on va créer l'espéranto. Pourquoi cette langue, finalement, 150 ans, un siècle et demi plus tard, ne trouve pas quand même complètement son public? Alors ça, tout est relatif, puisque moi je voyage avec l'espéranto, je lis, je suis reçu chez l'habitant quand je voyage à l'étranger, il y a des festivals, donc elle est utilisée et diffusée, mais effectivement, quelques millions de personnes, c'est très réduit par rapport à la population de la planète. Alors je vous propose un petit cours d'espéranto, vous les trouvez partout sur Internet, regardez. Bonan tagon. Mia nomo estas Alex. Mi loĝas en Francujo, en la urbo Chaumont, kiu estas en orienta parto de Francujo. Mi estas instruisto pri matematiko. Mi ĉiam instruis en mia urbo. Chaumont estas bela urbo. Ĝis revido. Voilà, Bruno, il paraît que c'est une langue qui est facile à apprendre. Oui, je parie que les téléspectateurs ont compris plus de la moitié de ce qui a été dit. Donc l'avantage est qu'on reconnaît très facilement les racines. Alors évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde sur la planète, pour les langues asiatiques par exemple. Mais comme c'est très régulier, il n'y a pas d'exception, d'irrégularité, de règles de grammaire complexes. Une fois qu'on connaît les bases, il suffit de rajouter un petit peu de vocabulaire et on a très vite un niveau d'expression et d'aisance après quelques centaines d'heures, alors que pour les autres langues, il faut plutôt des milliers d'heures. Le principe, c'est ça, c'était de faire une langue surtout qui emprunte un petit peu à tout, parce qu'effectivement, on reconnaît plein de mots, peut-être plus à l'écrit encore qu'à l'oral, mais de faire la grammaire la plus simple possible aussi, quelque part. C'est ça, en fait, on gagne en temps d'apprentissage et de mémorisation. Et du coup aussi en confiance en soi. Donc ça a aussi un effet si on veut apprendre ensuite d'autres langues, puisque l'espéranto ne remplace aucune langue. C'est aussi de faciliter l'apprentissage parce qu'on prend confiance, puisqu'on y arrive facilement. Donc du coup on se dit finalement je ne suis pas nul en langue, j'y arrive en espéranto et pourquoi pas dans d'autres langues. Alors, mia nomo estas Lionel. Voilà, je m'appelle Lionel. Estas, il y a du côté espagnol. Oui. Mia nomo, il y a du côté italien. C'est une langue latine, c'est une langue... Alors les racines sont indo-européennes, mais le mode de construction, comme une langue agglutinante, est vraiment original. Et donc c'est une langue avec aussi des mots qu'on trouve d'origine, par exemple allemande. Merci, c'est Dankon, ou le chien c'est Hundo. Le kai qui est le e, ça vient du russe. Enfin, il y a plein d'origines. Au sens où on en a donné un petit peu à tout le monde pour que tout le monde ait des éléments auxquels s'accrocher. C'est ça, mais c'est pas au hasard. C'est toujours dans une logique qu'on ne puisse pas confondre les sonorités et les mots entre eux. Donc à chaque fois, ce soit le plus accessible au plus grand nombre. Mais on est bien conscient qu'on fait jamais l'unanimité compte tenu du nombre de langues qu'on a sur la planète. Ma femme parle peut-être espéranto en fait. C'est pour ça que je la comprends pas depuis des années, mais en fait, j'ai crois la comprendre, mais en fait non. Elle doit t'adorer le jeudi. Parce qu'il y a son billet d'humeur dans quelques instants. Ne le manquez pas, c'est toujours gratiné. Expliquez-moi pourquoi sur Google Traduction, Lionel est devenu Lionella, avec un A. Mathieu est devenu Mathéo. Alors, pour Mathéo, c'est effectivement... pour Mathéo, c'est vrai que c'est une prononciation du coup qui est facile dans toutes les langues. Ouais. Si on prend Mathieu, par exemple, T-H-I-E-U, n'est pas forcément évident, notamment le EU, c'est spécifique en français, le son E. Du coup, Mathéo, phonétiquement, c'est facile.
Par contre, Janella, c'est une erreur. C'est une erreur, mais c'est votre vraie nature. Ou alors ma mère ne me l'a jamais dit. On va parler un petit peu de votre actualité. Ça commencera demain. Un programme très dense, 18h, 19h30 au lieu d'Europe. Une conférence par Guillaume Armide. On écoute ce garçon d'abord, parce que c'est un vrai chanteur. Vous allez entendre de l'espéranto en chanson, c'est très mélodique. C'est parti. Flugian e malfacilas, la gravito tutte me estas fatalaĵo, sed se timas vi pro altez, restu malalte. Mis verbos en exaltez. Voilà, c'est franchement très beau, je trouve. Auréa, ça vous plaît ? Il y a une musicalité, il y a comme ça une sensualité dans le texte, dans cette mélodie. Il va intervenir en tant que conférencier demain. C'est ça, alors c'est un vrai artiste, mais qui chante pas seulement en espéranto, aussi en français et dans d'autres langues, et qui a aussi ce talent d'adapter des chansons de différentes langues, soit en français, soit en espéranto, et du coup d'avoir vraiment pratiqué, étudié, approfondi ces règles d'adaptation et pas juste de traduction littérale, comme le ferait justement Google, et ça ne donne pas forcément un super résultat. Voilà, ça dépend. Durant ces 3 jours, également des cours d'espéranto pour les débutants et les confirmés. C'est ça, donc il y a 3 séries de cours qui permettent, sans engagement déjà, de voir comment ça marche, d'apprendre les bases et voir qu'au bout de ces 3 cours, qui ont lieu samedi et dimanche matin, on s'en sort déjà et qu'on comprend les règles de base. Alors évidemment, on ne s'exprime pas couramment, parce qu'il faut apprendre le vocabulaire, mais au moins on a compris le fonctionnement de la langue et on peut voir si c'est intéressant ou pas de progresser. Alors, ce qui doit être intéressant, c'est d'entendre à 21h le concert de hip-hop en espéranto. Ouais, ça se passe au Centre culturel Saint-Thomas, ça doit être sympa. C'est ça, et c'est Johnny Mo, il vient exprès du fin fond de l'Allemagne pour ce concert. Donc il a développé son propre style, mais qui était fortement inspiré du reggae, du hip-hop. Évidemment, il fait ça complètement en espéranto. Voilà, toutes les informations, c'est sur le site internet Espéranto Strasbourg qui va s'afficher. Ce grand printemps de l'espéranto du 10 au 12 mai, j'imagine Auréa que vous apprendrez désormais l'espéranto. Vous avez été convaincu, je le sens. Ça m'inspire. Ça vous a inspiré, en tout cas dans vos tableaux, notamment sur la cathédrale avec ses ballerines, on en parle dans un petit instant. Place à l'humeur du jour. Pour ne pas faire quelque chose, généralement on se trouve, parfois on a une bonne excuse, parfois on s'en trouve une mauvaise et parfois on n'en a pas du tout. Moi j'étais pas très chaud pour aller voter le 26 mai aux élections européennes, je vous le cache pas, mais quand j'ai vu qu'il y avait 33 listes qui se présentaient, 33, ça fait un magnifique patchwork, je suis sûr que notre artiste trouve ça magnifique, exactement, la contenance d'une canette de bière, c'est un chiffre magique. Donc je me dis, il y a au moins une liste là-dedans dans laquelle je vais me reconnaître. Je me suis plongé là-dedans, évidemment, j'ai analysé ça un petit peu, j'ai pas été déçu, évidemment. Vous en avez marre des partis classiques, et c'est pas grave, vous allez en découvrir plein de nouveaux si vous plongez dans cette liste. Vous pensez que c'est toujours les mêmes partis qui se présentaient, non, effectivement c'est tout neuf, vous êtes de droite, de gauche, il y a plein de listes de chaque, vous êtes pro-européen, anti-européen, il y en a plein, vous êtes gilets jaunes, vous êtes pour la promotion de l'espéranto, vous êtes pour la décroissance, vous êtes pour l'égalité homme-femme, vous êtes pour les droits des animaux, vous êtes... Enfin, pour l'égalité homme-femme et pour les droits des animaux, c'est virgule au milieu, parce que un licenciement et un procès, ça tient à pas grand-chose parfois. Non, c'est 2 listes différentes et 2 projets différents. Bon, bref, je vais vous passer les grands partis, ceux-là vous connaissez, et puis les petits partis qui sont devenus grands, et puis les grands partis qui sont devenus petits. Non, moi, on va parler des soi-disant petites listes ce soir. C'est mon côté Robin des Bois. Comme il paraît que le temps c'est de l'argent, moi je vais prendre du temps de parole aux riches pour le donner aux pauvres. Enfin, pauvres en intention de vote pour l'instant, parce que c'est vrai que ça cartonne pas, ils cartonnent pas tous. Pauvre, c'est relatif aussi. Par exemple, je ne me fais pas de soucis pour les fins de mois des membres de l'Alliance Royale. C'est une liste. L'Alliance Royale, c'est un parti. Mais oui, la liste du parti du même nom. Il milite pour le rétablissement de la monarchie en France. Rien que ça. Apparemment, Emmanuel Ier ne leur convient pas. Je trouve ça très étrange. Faire établir une monarchie par une démocratie, ce serait, je pense, une première. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, à mon avis. Mais les royalistes, je suis un peu surpris. C'est plus que c'était. Regardez leur tract de campagne. Le titre, c'est « Arrêtez donc d'emmerder les Français ». Alors, je suis désolé, si les nobles à la cour commencent à parler comme les gueux du peuple, franchement, tout fout le camp. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise, parce que parfois, il y a un peu tromperie sur la marchandise. Par exemple, le parti pirate, ils ne sont pas du tout pour la piraterie. Non, ils sont pour la cyberdémocratie, pour la démocratie liquide même. Je vous laisse aller découvrir ce que c'est. Ils sont pour les droits et pour les libertés fondamentales. Bon, ça, a priori, tout le monde est pour, même l'Alliance Royale. Alors que, sauf les pirates. Les pirates, eux, ils étaient pour prendre par la force et par tuer, prendre les bateaux et les marchandises des autres. C'est un peu comme si, du coup, les écologistes s'appelaient Parti des pollueurs, ça induit un peu en erreur.
Ces élections européennes, c'est un peu comme chez le glacier, il y en a pour tous les goûts. Il y a des listes où les candidats ont été tirés au sort, c'est le mouvement pour l'initiative citoyenne, le MIC. Il y a une liste de jeunes de moins de 30 ans, ça s'appelle Allons enfants, mais ouais, ils ont tous moins de 30 ans. Il y a Décroissance 2019, ils sont pour la décroissance. Pour l'instant, c'est surtout la décroissance de leurs intentions de vote. Mais en même temps, ils ne sont pas tout seuls dans la galère parce que, regardez ce sondage de l'IFOP pour Paris Match et CNews, eh bien, 16 des 33 listes sont données à 0%. Enfin, quand on marque 0, c'est qu'ils ont eu moins de 0,5% des intentions de vote des 945 personnes citées. Bon, effectivement, c'est pas très encourageant. D'où l'importance de parler d'eux ce soir. Certaines listes cassent complètement les codes. J'aurais beaucoup voulu vous montrer des images de neutre et actif. Neutre et actif, on dirait que c'est une marque de lessive ou un truc comme ça. Non, c'est une liste. Alors j'aurais bien voulu vous montrer quelque chose, mais ils n'ont pas d'affiche, pas de tract, pas de bulletin de vote, pas de site internet, même pas une page Facebook, vraiment rien du tout. Comme quoi, on peut faire de la politique autrement, mais vraiment autrement. Mais il faut quand même voter pour eux. Et puis il y a enfin une liste du parti animaliste aussi. C'est pas la première fois, c'est très sérieux. Aux Pays-Bas, c'est un parti qui a 5 députés, 2 sénateurs et même déjà un député européen de la précédente mandature. En France, malheureusement, ils ont peu de chance parce qu'ils se sont déjà fait comme d'autres, un peu comme les écolos, piquer leurs idées par les autres partis. Parce que le parti animaliste, eux, ils militent pour le droit des animaux. Et puis, il y a des grands partis qui, depuis longtemps, eux, ont fait élire des animaux. Il y a quand même quelques ânes et quelques chèvres dans l'Assemblée actuelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous invite pendant les 15 prochains jours à fouiller parmi ces 33 listes pour vous trouver au moins une bonne excuse si c'est un bon candidat. Voilà, 33 listes, dont l'espéranto et quelques ânes et chèvres qui vont, eux, peut-être aller voter. Voilà, merci beaucoup, Mathieu. C'est Auréa à suivre avec un magnifique travail de création qu'on va découvrir. Ça sera ce samedi en la cathédrale de Strasbourg. C'est juste après ça. Bienvenue en direct sur Alsace 20. Auréa est plasticienne, artiste. On est ravis de vous accueillir. Vous allez avoir beaucoup de travail. Ou alors c'est peut-être la détente une fois que le boulot est fait. Vous allez exposer samedi dans les cathédrales. Sachez que ça se passe dans toute l'Europe. 39 cathédrales proposent des performances de danse, de musique classique. À Strasbourg, un hommage de l'ensemble Les Colibris, hommage à Charles Aznavour. Il y aura le collectif La Truite Lyrique, ça ne s'invente pas, qui va jouer. Et Auréa, vous avez été également invité. Qu'est-ce que vous allez proposer dans cette manifestation samedi ? Alors, je vais divulguer mes 16 sculptures, donc une collection de sculptures en métal, alors que je suis plasticienne, plutôt peintre, on va dire. Et j'ai la chance de montrer ça dans un endroit assez exceptionnel dans la cathédrale qui s'appelle le Transept Nord. C'est l'endroit le plus ancien de la cathédrale et autour du premier pilier. Ouvert exceptionnellement pour vous ce jour-là. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente d'exposer dans la cathédrale de Strasbourg? C'est un lieu d'exposition pour vous? C'est un lieu culturel? Je commence à m'habituer, je vous avoue. Non, c'est la étrange. deuxième fois que je suis invitée à exposer et je suis très touchée parce que j'ai été invitée en 2013 à honorer la Nuit des cathédrales où j'avais exposé 36 tableaux de 2 mètres sur la cathédrale de Strasbourg. Et là, revenir une deuxième fois à être invitée, ce sont des invitations, c'est avec beaucoup de pudeur que j'y vais et que j'ai accepté cette invitation. Ouais, c'est un honneur. Et puis être dans le Transept Nord, c'est symbolique pour moi. Alors on vient de voir justement quelques tableaux de vous dans votre atelier, beaucoup de cathédrales. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet édifice de la cathédrale de Strasbourg? Alors mon sujet depuis 25 ans, c'est l'héritage. Donc c'est un sujet très important qui nous touche tous, vivants. Et la cathédrale, c'est incroyable. Tous les artistes, beaucoup d'artistes ont été inspirés par des monuments. Mais j'avoue que notre cathédrale de Strasbourg, quand même, je la trouve quand même je la trouve très belle. Et elle m'a toujours inspirée. Et ça n'a rien de religieux. C'est esthétique, c'est complexe, c'est fascinant. C'est compliqué à peindre? Une cathédrale, la cathédrale de Strasbourg, avec sa rosace. Je vous avoue que... J'ai pas l'impression que ce soit dur vu votre travail. Écoutez, franchement, c'est pas une question de dur ou pas dur, c'est juste que c'est délirant, tout simplement. Ouais, après, c'est inspirant, quoi. C'est inspirant. Maintenant, je peux vous la faire comme un architecte, bien précisément, mais je préfère vous inviter à la regarder. Parlez avec le cœur, continuez comme ça. Surtout que vous êtes une des grandes artistes à dire, moi, mes tableaux, c'est mes bébés. C'est mes bébés, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Comment vous vendez vos tableaux? Parce que ça marche plutôt très bien pour vous. C'est compliqué de vendre un de ces bébés?
Alors, c'est horrible, ce passage-là est assez horrible, mais depuis 25 ans, je suis soulagée. Je ne vends pas mes tableaux. J'arrive à les argumenter parce que je les ai conçus, je les ai rêvés, ils m'ont inspiré. Mais les gens viennent à moi et franchement, la vente, je vous avoue que c'est vraiment pas un sujet. Quand on rentre dans mon atelier, on ne parle pas de vente, c'est une rencontre. Mais, Voilà. mais le tableau va vous échapper au bout d'un moment, il va arriver dans le salon de quelqu'un. Ah non, mais là, mes clients je les préviens, ils sont Je vais venir chez vous. Ouais, je vais venir chez vous. Tous les ils sont samedis, prisonniers à jamais. Je sonne chez les gens, on m'invite volontiers à boire un café, je vérifie où sont accrochés mes tableaux, c'est horrible. Alors regardez, cette bande-annonce, je la trouve exceptionnelle. On a bien craqué ici à la rédaction. C'est comment est-ce qu'on peut illustrer un travail de plasticienne, de sculpteur, pour une exposition un petit peu étonnante. Regardez. Voilà, et c'est le travail d'Auréa qu'on découvrira samedi. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ces ballerines, dans l'opéra, dans le théâtre, pour que vous créiez et la ballerine et la cathédrale? Alors, tout d'abord, je voulais remercier Brice Tournaire pour ce clip de Pulse Média, parce qu'il a vraiment répondu à ma demande. Et effectivement, dans ce teaser, j'ai voulu très rapidement juste créer un lien entre la cathédrale et l'Opéra national du Rhin, deuxième monument extraordinaire ici en Alsace, et faire un travail contemporain sur ces deux monuments, créer un lien entre les deux avec un pas de danse qui s'appelle l'échappée, donc échappée et, pas et e, c'est au masculin, c'est l'échappée. C'était assez audacieux, mais ça m'est venu parce que j'ai exposé en 2012 à l'opéra, dans l'entrée de l'opéra, pour présenter mes cathédrales. Je trouvais que c'était la moindre des choses de revenir, de saluer l'opéra et que la cathédrale lui fasse ce pas de danse. Et donc j'ai imaginé ces ballerines comme étant des pétales de la rosace et qu'elles se décrochent avec légèreté alors qu'elles sont paradoxalement créées en métal. Donc, alors on a vu dans la bande-annonce, on voit très brièvement, on sait très peu de choses sur l'exposition. On a une petite minute encore, il faut nous en dire plus. Beaucoup de sculptures dans cette exposition? Alors, dans la cathédrale, je vais divulguer cette collection. Et ensuite, il y a tout un travail, bien sûr, plastique qui a été fait en annexe sur le corps de ballet, sur la scène. Il y a des travaux photos de l'intérieur de notre opéra. On a quand même la chance d'avoir un opéra qui a un plateau tournant, c'est assez rare. Je crois qu'il y en a 3 en France seulement. Donc je me suis un petit peu acharnée à travailler sur la scène de l'opéra et les fils qu'on voit aussi sur la scène. Et je me suis concentrée sur les pointes, le travail, faire ces pointes. Donc voilà, vous êtes obligé de venir, je suis désolée, je ne peux pas tout vous expliquer. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Regardez, ça va se passer ce samedi à partir de 19h, effectivement, dans une aile de la cathédrale exceptionnellement ouverte. C'est le transept nord que vous pourrez voir cette exposition. Et également mardi prochain, mardi 14, ça sera à la Village Tourne. Et là, ça sera l'intégralité, on va dire, de l'expo. De tout le travail, tout mon cerveau sera étalé à la Village Tourne avec mes petites danseuses d'opéra qui seront là pour habiller l'expo. Laurent Sinclair et Gilles Lecoq qui viendront habiller tout ça avec leur musique contemporaine classique aussi. On va se régaler. J'espère. C'est beau les passionnés, c'est à voir samedi et mardi. Merci beaucoup. Souhaitez-lui bonne chance peut-être en espéranto, Bruno Flochon. Bonne chanson, kai successon. Eh ben voilà, ceci a été dit. L'espéranto à Strasbourg, c'est sur le site internet où il y aura toutes les informations, site qu'on vous passe. Merci la régie, vous êtes super rapide. Merci à vous, merci Mathieu Chanvillard. On va repartir dans l'actualité avec le magazine du logement et de l'habitat avec la CIBAR. Et là, la question est intéressante. Les bailleurs sociaux souvent se disent quand ils ont d'anciennes maisons, etc., qu'est-ce qu'on fait? On rénove, on détruit
et on refait? C'est la question que se sont posées la CIBAR, et ils ont tout simplement décidé de détruire un immeuble pour reconstruire plusieurs pavillons. C'est Fanny Kunz qui nous en parle. Nous, on va se retrouver demain à partir de 19h pour une nouvelle édition de 24 heures en Alsace. Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, nous revenons sur un bâtiment que nous avions déjà filmé l'année dernière. Il est actuellement encore en travaux, mais bientôt les locataires pourront enfin entrer dedans. Je vous retrouve tout de suite. Fernand Roth, bonjour. Bonjour Fanny. Aujourd'hui, on se situe à la rue des Papillons à Haguenau, devant cet nouvel immeuble qui a été démoli, reconstruit. On va peut-être recontextualiser un petit peu l'endroit. Quel a été le projet en fait qui a été initié ici par la CIBAR? Donc à l'origine, on avait à l'endroit où on se situe aujourd'hui, donc ici et tout le long, un bâtiment bar qui regroupait 40 logements, 5 entrées. Donc ce bâtiment était effectivement vétuste, n'était plus tout adapté aux normes actuelles au niveau acoustique, phonique et autres. Et donc la CIBAR a décidé de démolir ce bâtiment pour reconstruire quelque chose de neuf qui soit adapté à la population actuelle. Et donc du coup, vous avez décidé de détruire en fait le bâtiment plutôt que de le rénover. Pourquoi? Ça coûtait moins cher à la CIBAR de reconstruire plutôt que de restaurer le bâtiment? Disons, sur le principe, ça ne coûte pas spécialement moins cher, bien au contraire. Quand on démolit, qu'on reconstruit, ça coûtera plus cher que simplement de réhabiliter. Mais le problème était le résultat à obtenir. Donc c'est des bâtiments qui dataient de l'après-guerre. Au niveau phonique, on n'arrivera jamais à rattraper les défauts qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas de matériaux en réhabilitation qui permettent d'aboutir à une isolation phonique correcte entre logements. Pareil, la thermique, effectivement, on peut rapporter une isolation thermique extérieure. On a d'abord commencé par construire 2 bâtiments de 18 logements, qu'on voit d'ailleurs juste à côté. Donc, qui sont là? Ces 2 bâtiments-là, qui ont été construits donc, dans les années 2015-2016. Donc fin 2016, début 2017, les locataires du bâtiment existant ont pu emménager dans les nouveaux logements. Donc plein de démarches en fait que vous avez mises en place jusqu'à ce que, au mois de mars à peu près l'année dernière, vous avez décidé de démolir enfin le bâtiment, c'est ça? Tout à fait. Donc il y a eu cette démolition qui s'est faite en fin d'année l'année dernière, donc au mois de novembre. Ça a duré de novembre à peu près à mi-février 2018. Donc il a fallu déconstruire le bâtiment, donc d'abord enlever à l'intérieur du bâtiment existant l'ensemble des matériaux qui pouvaient être recyclés, bien sûr procéder au désamiantage et après démolir le bâtiment. Et donc concrètement, petit à petit, on a vu reconstruire un nouveau bâtiment. On a notamment fait un reportage l'année dernière quand vous avez vu que les travaux étaient en cours. On voyait le début en fait des fondations, on voyait un début de structure. Aujourd'hui, on est quand même arrivé presque à la fin. Donc au printemps 2018, on a commencé les travaux de grosses œuvres ici à l'emplacement en fait du bâtiment qui a été démoli. Et donc ces travaux de grosses œuvres ont duré jusqu'en fin d'année 2018, janvier 2019. Ouais. Suite à ça, on a pu faire ce qu'on appelle le clos couvert, donc la toiture, l'étanchéité, la pose des fenêtres, ce qui a permis de préchauffer tout de suite au mois de février 2019. D'accord. Et de faire intervenir les différents corps d'état secondaires. Donc bien sûr, le plâtrier est rentré là-dedans. Tout de suite, on a pu faire l'échappe, tout ce qui est réseau et autres. Et donc aujourd'hui, on est à un stade de finition au niveau des corps d'état secondaires. Et donc du coup, il y a un réseau de chaleur collectif aussi qui a été installé lorsque vous avez construit donc les 2 bâtiments annexes. Et donc celui-ci est raccordé à la chaufferie collective Bois Pelé, j'imagine. Tout à fait. J'ai donc bien effectivement, révisé voilà. du coup. Donc tout à fait, effectivement. Donc cette chaufferie bois qui se trouve juste derrière nous a été réalisée dans le cadre de la première tranche. Et elle était prévue bien sûr pour alimenter les 2 bâtiments première tranche, mais également le dernier bâtiment qui était à construire. Et donc depuis cette chaufferie, on a pu réalimenter avec un réseau effectivement collectif qui alimente depuis la chaufferie ce bâtiment-là. Alors si on reprend un petit peu, il y avait donc
un bâtiment où il y avait 40 logements à peu près avant. Maintenant, on en est à combien avec ces 2 grands bâtiments plus celui-là? Alors globalement, on a pu reconstruire 52 logements. Donc vous en avez beaucoup, enfin beaucoup. Vous en avez quand même à peu près 10% de plus qu'avant. On a quelques logements de plus, effectivement, parce que le terrain le permettait. Parce qu'on avait une barre avec beaucoup de terrain autour, ce qui a permis d'avoir aujourd'hui une architecture mieux proportionnée, tout en ayant quelques logements complémentaires. Et justement, la disposition des logements, c'est quoi? C'est des T2, T3, T4, Alors, studio? dans la première tranche, dans le cadre du relogement, il a fallu faire effectivement du T2, du T3, du T4, voire un très grand logement, un T5, pour reloger des familles. D'accord. Par contre, il y avait une grande majorité qui souhaitait aussi des T3. Et donc, le dernier bâtiment, on a effectivement beaucoup de T3. Donc, beaucoup de T3 et quelques T4. Alors là, on est à peu près, j'imagine, vers la fin du projet. Quand est-ce qu'on peut voir les premiers locataires entrer dans leur nouveau logement? Donc, l'ouverture des portes du dernier bâtiment est prévue d'ici 3 mois. Donc, le temps que les travaux de finition se terminent, d'ici fin juillet, les nouveaux locataires pourront emménager dans le bâtiment qu'on est en train de terminer aujourd'hui. Merci en tout cas, Fernand, de nous avoir donné toutes ces informations sur ce bâtiment. Avec plaisir, Fanny. C'est la fin de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition. Bonne soirée, à bientôt.